Bonjour, on est le 5 septembre 2018. Je vais parler ici d'un sujet qui pourrait être un sujet de type philosophique, voilà. Mais je vais bannir ce sujet philosophique pour en faire un sujet de type euh, de type scientifique. Voilà. Donc, je vais voir les origines de la vie, comment ces origines auraient pu, je veux dire, euh, commencer à se concevoir et comment sont-elles venues, à quelle période. Bon, pour ça, il faut se poser quelques questions. Il y a les lois scientifiques. Les lois scientifiques sont à un moment donné décrites au travers, bon, on décrit des lois, hein, qui sont les lois de la nature, hein, comme on a des lois, je veux dire, pour le permis de conduire, des lois pour la comptabilité, des lois pour, voilà, pour comment est-ce qu'on appelle ça, pour les impôts. Voilà, il y a toutes sortes de types de lois, hein, humaines, mais il existe aussi les lois de la nature qui sont des lois scientifiques. Des lois scientifiques. Donc, la nature a ses propres lois. Voilà. Bon, maintenant, quand on érige des lois, bon, il faut bien un point de départ, et ces lois sont créées à un moment donné bien précis. Eh bien, il en est de même pour les lois de la nature. Bon, les lois de la nature commencent à un moment T. Bon, pourquoi elles ne se sont pas créées avant un instant T? Bien, parce qu'en fait, c'est parce que ça devait se faire à cet instant-là. Voilà, et rien d'autre. Bon, et les lois de la nature ont commencé à cet instant T. Comment on commence à faire une nouvelle loi à un instant T, c'est un peu la même chose. Les lois se créent, les lois humaines se créent à un instant T, mais les lois scientifiques se créent aussi à un instant T. Ça veut dire que si je prends les lois humaines, avant cette loi-là, ben, je veux dire, il n'y avait pas cette loi-là. Donc, je veux dire, elle n'était pas considérée, je veux dire, comme restrictive. Voilà. Ou faisant appel à un mécanisme ou à un schéma euh, légal. Légal. Voilà. Donc, puisque en fait, elle n'existait pas, cette loi n'existait pas avant un instant T. Donc, fatalement, elle n'était pas considérée comme une loi. Une loi. Voilà. Une loi qui érige certains, je veux dire, pas qui chemine, qui érige et qui façonne une certaine vision de voir les choses qui ne peuvent pas être, je veux dire, qui doivent fonctionner suivant un mécanisme euh, bien précis, dont les personnes ici, quand je parle de loi humaine, les personnes doivent suivre. Bon. Eh bien, il en est de même pour les lois de la nature. La science va créer des lois à un instant T. Bon, avant cet instant T, bon, qu'est-ce qu'il y avait comme loi? Est-ce qu'il y avait les lois de la nature? Est-ce qu'il y avait les lois scientifiques? Je n'en sais rien. Avant la création de l'univers, est-ce qu'il y avait les lois de la nature? Est-ce que la fameuse loi de la conservation de l'énergie et la conservation de la matière existait avant l'instant T, puisqu'il n'y avait pas de loi scientifique? Voilà. Et s'il n'y avait pas de loi scientifique, il n'y avait pas de la conservation de l'énergie ni la conservation de la matière. La conservation de la matière et de l'énergie sont des lois scientifiques qui existent dès le moment où cette loi commence à exister. C'est-à-dire que, je vais vous dire par là que euh, la création, si je prends la création de la Terre, chose que je vais voir maintenant, mais la création de la Terre a eu sa création. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bien sûr, fatalement, vient un créateur. Il y a sûrement un créateur qui a permis la création. La création. Mais si je parle du créateur, à ce moment, je rentre dans un débat philosophique. Donc, je vais parler du débat scientifique au niveau de la création. Au niveau de la création, euh, il a fallu une genèse, une création. Et cette genèse, bon, c'est un peu, elle est toute particulière parce que c'est à ce moment-là, à cet instant T, que tout va démarrer, que tout le processus va démarrer. Donc, autant dire que le processus, il y a un processus de création. Un processus de création. Bon, je ne parle pas de l'univers ici, je parle de la Terre. Hein. Bon, je ne suis pas en train de parler du Big Bang ou quoi qu'est-ce. Je suis en train de parler de la Terre. Comment ça se fait que la Terre, bon, existe et comment ça se fait que dans cette Terre-là, on retrouve des bactéries, un milieu vivant, des bactéries, des plantes, des êtres vivants.
tels que les êtres humains, des animaux, etc., etc. Comment ça a pu, je veux dire, arriver tout ça? Bon. La première des choses, c'est qu'il a fallu créer, je veux dire, la Terre. La Terre a été d'abord créée. Bon, la Terre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout un magma de matière. C'est de la matière arrivée, bien sûr, probablement par gravitation, comme toutes les lois de l'univers. Les planètes sont créées par gravitation, des particules qui sont attirées et qui créent, bien sûr, de la matière. Bien sûr, après, à un moment donné, il y a des effets de température qui se produisent, etc. Bon, il y a toute une alchimie, je veux dire, qui est derrière tout ça. Derrière tout ça. Voilà. Et qui va créer, bien sûr, deux types de matière que vous connaissez très bien, qui est la matière organique. La matière organique, la matière des êtres vivants et la matière minérale. Bon, mais au départ, il n'y a pas de matière organique. Logiquement, puisqu'il n'y a pas d'être vivant. Il n'y a pas d'être vivant, mais il faut de la matière organique pour créer de la matière organique. Voilà. Donc on n'a pas au départ d'être vivant, mais on a besoin, pour créer toutes les réactions possibles, pour créer la vie, ben, il faudra de la matière organique. Bon, j'imagine que les minéraux terrestres ont participé, je veux dire, à toute l'alchimie pour créer, je veux dire, euh, pour créer, je veux dire, le monde du vivant. Donc il a fallu une composition de la chimie organique et de la chimie minérale. C'est pas que de la chimie organique pure et c'est pas que de la chimie minérale pure. Voilà, les minéraux proviennent bien sûr de la croûte terrestre hein, et de la terre et de tout ce qui se trouve, je veux dire, au niveau du sol. Voilà, donc en fait, il a fallu une combinaison de la chimie organique et de la chimie minérale pour créer le monde du vivant. Bon, pour ça, il faut déjà se poser la question, quand est-ce que la Terre a été créée? Parce que avant de créer des êtres vivants, je parle, par exemple, je veux prendre l'exemple, l'être humain, avant de créer l'être humain, ben, il ne va pas se mouvoir dans un espace vide. Il lui faut un environnement. Donc on va d'abord lui créer un environnement, et puis on va créer l'être vivant qui va permettre de vivre dans son environnement. Bon, on va d'abord créer, si vous voulez, la Terre, et puis quand on aura créé la Terre, à ce moment-là, on crée, si vous voulez, les êtres vivants qui vont vivre sur Terre. Bon, alors, pour ça, voyons voir l'âge de la Terre. Quand est-ce qu'elle a été créée? Peu importe comment elle a été créée, c'est pas le but. Moi, ici, je veux parler de la création, je veux dire des êtres vivants. Bien, la théorie moderne, elle repose sur les faits suivants. Bon, il est généralement admis, c'est pas moi qui le dis, moi je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais il est admis que la Terre, on va croire ça, hein, on va croire, bon, si on ne croit plus rien, bon, en ce moment, on n'a plus d'hypothèse de départ pour discuter. Bon, si on ne croit pas qu'elle est arrivée à cette époque-là, bon, on ne croit plus rien, alors, hein. À ce moment-là, on ne fait plus de science. Bon, parce que la science se base quand même sur des éléments tangibles. Si on n'a pas d'éléments tangibles, bon, ça ne sert à rien de discuter, hein. On ne va pas discuter, je veux dire, tourner autour du pot. Il faut au moins quand même des bribes de construction d'hypothèses admises dès le départ. Et ces hypothèses sont le fruit généralement d'études par des scientifiques au cours des années antérieures. Bon, et qu'est-ce qu'on admet? On admet que l'âge de la Terre est d'environ 4,8 milliards d'années. Voilà. Donc il a fallu d'abord créer la Terre. La Terre a été créée au départ, hein. Il y a de ça, à partir de maintenant, en 2018, ben, il y a 4 milliards 800 millions d'années que la Terre existe. 4 milliards d'années. Bon, je peux calculer en jours, peu importe, hein. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ces 4 milliards d'années? Ben, c'est le nombre de fois que la Terre a tourné autour du Soleil, hein. Bon, on sait bien que la Terre tourne autour du Soleil. Si je prends un temps qui est la rotation de la Terre autour du Soleil, ben, la Terre tourne en 365-366 jours sur les années bissextiles autour du Soleil. Voilà. Donc en fait, la Terre existe depuis un certain nombre de tours de rotation de la Terre qui est 4,800 milliards d'années. Et une année, c'est 365 jours. Donc je fais 4 milliards 800 millions d'années fois 365 jours et je sais bien combien de fois la Terre a tourné autour du Soleil. Voilà, c'est ça. Bon,
Elle a commencé à un moment donné, la Terre ne tournait pas autour du Soleil, puisqu'elle n'existait pas. Elle a commencé à tourner autour du Soleil. Et encore, faut voir comment était l'ellipse, hein, si une année fait vraiment 365 jours, parce que, bon, peut-être que la rotation au départ, autour du Soleil, n'était pas celle que l'on a actuellement. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la création, peut-être qu'il y a eu des choses aussi bizarres qui ont pu apparaître, et peut-être que la Terre, bon, n'a pas tourné, je veux dire, un nombre de fois comme on le dit. Hein, peut-être que l'horloge n'était pas, on va dire, pré-réglée correctement, parce que la rotation n'était pas, je veux dire, une rotation comme celle qu'on aurait maintenant. J'en sais pas plus. Bon, j'ai mis une hypothèse, pourquoi pas. Je suis libre d'émettre des hypothèses et de me dire que bon, on n'avait pas forcément une rotation comme on a maintenant au départ, parce que tout au départ était, le départ était vraiment, tout était spécial. La création du départ était spéciale. Bon, ceci étant dit, ça c'est pour la Terre. La Terre existe depuis 4 milliards 800 millions d'habitants et que les premiers êtres vivants sont apparus, on va dire, 800 millions d'années plus tard. Donc c'est-à-dire que la Terre existe à partir en 2018. Il y a l'an 0 ici, mais si je comptabilise ici, ben, j'ai 4 milliards, 4,8 milliards d'années. Bon, voilà. Bon, comme je vous ai dit, les premiers êtres vivants, et voilà, ont dû être construits. La Terre a dû être construite. Et puis là, il a fallu créer les êtres humains si on voulait avoir une vie sur Terre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Combien d'années après? Ben, 800 millions d'années ici. 800 millions d'années plus tard. Donc, il y a 4 milliards, 4,8 milliards d'années par rapport à maintenant, si je fais un retour en arrière, bien sûr. Hein. Si je fais un retour en arrière, voilà, je regarde en arrière, mais en arrière par rapport à aujourd'hui, j'ai 4 milliards 800 millions d'années en arrière avant que la crée ne se crée. Et si je regarde en arrière, ben, 800 millions après la création de la Terre, j'ai euh, la création des premiers êtres vivants. Donc c'est-à-dire que il y a combien d'années par rapport à maintenant, si je regarde en arrière, ben, ça fait 4 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années que, si vous voulez, euh, des êtres vivants existent sur Terre. Depuis 4 milliards d'années. Bon, maintenant je peux vous dire qu'il y a eu des études sur tout ça, euh, et que des études fossiles, c'est pas moi qui les fais, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce sont des scientifiques qui l'ont fait, et ils ont fait des études fossiles, hein, qui montrent que des bactéries proches de celles connues aujourd'hui apparaissent environ il y a 3,3 milliards d'années. Voilà. Donc, on va dire que de là à là, 4 milliards, 4 milliards 800 millions, et il y a 3 milliards 300 millions d'années euh, que des bactéries. Ça, c'est l'étude fossile qui a permis de voir qu'il y a des bactéries qui existaient. Et voilà. Euh, que des bactéries existaient il y a 3 000. Donc, c'est-à-dire par rapport aux 4 milliards 800 millions d'années, mais on se retrouve à la première bactérie fossile découverte par les scientifiques est apparue, on va dire, 1,5 milliard d'années plus tard après la création de la Terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Oui, voilà. Donc, après 1,5 milliard d'années de la création de la Terre, apparaît la première bactérie, enfin, apparaît, en tout cas celles qui ont été découvertes par des études scientifiques, par des études, bien sûr, on va dire tangibles, c'est-à-dire
de fossiles, hein. Voilà, d'études fossiles. Bon, bah alors, certaines personnes se sont intéressées, je veux dire, à cette fameuse création de la vie. Bah, comment la vie a-t-elle pu apparaître il y a 3,3 milliards d'années? Si, en tenant compte des études connues, parce que peut-être qu'il existait, je veux dire, des autres bactéries qui ont disparu complètement, je n'en sais pas plus, hein. Parce qu'on peut on peut émettre toutes les hypothèses possibles, imaginables, comme la Terre n'a pas forcément tourné je veux dire, dans une trajectoire bien précise, ça va peut-être une autre trajectoire, donc le temps n'est pas le même auparavant que maintenant, si c'était le cas. C'est mon hypothèse à moi. Ma seconde hypothèse, peut-être qu'il y a eu des bactéries existantes, mais dès le départ, et que, je veux dire, ça a disparu. Pourquoi pas? On peut se poser des questions. Donc, je veux dire, posons-nous les bonnes questions. Ouais, c'est vrai que c'est pas parce que, je veux dire, on a retrouvé des premières bactéries fossiles il y a 3,3 milliards d'années que d'autres n'ont pas existé, qui n'ont pas disparu. Voilà. On peut tout imaginer. Mais maintenant, il faut imaginer pour pouvoir prouver ce qu'on raconte. Mais moi, je ne suis pas en mesure de prouver ce que je raconte. Donc voilà, ce sont juste des pensées. Donc ici, on va voir un certain monsieur, un russe. Ceci, c'est en 1920, après la guerre 1918, 1914-1918. 2 ans après, le russe Oparin, hein, qui est fort connu, hein. Bon, les gens qui étudient, je veux dire, voilà, la biologie le connaissent parce qu'en fait, c'est un des précurseurs euh, euh, de la biochimie. Voilà. C'est un célèbre biochimiste, si vous voulez, qui est d'origine russe, Oparin, et qui en fait, qui lui a émis, qui a avancé, émis l'hypothèse suivante, ben que l'atmosphère de départ, hein, l'atmosphère de départ qui existait auparavant, à l'origine euh, de la création de la vie, bien que l'atmosphère primitive était composée de certains gaz. Voilà. Mais pas n'importe lesquels, parce qu'on peut se poser des questions sur ce type de gaz. Et d'ailleurs, on va se poser des questions dans cette vidéo sur ce type de gaz. Parce que comme par hasard, lui, qu'est-ce qu'il dit au Oparin, ce fameux célèbre scientifique russe qui est un biologiste, que l'atmosphère primitive contenait du gaz qui était du CH4, qui était du NH3, et bien sûr on retrouvait de l'eau, hein. Bon, il y avait des océans. Bon, peut-être c'était dû à une glaciation. Voilà, peut-être qu'il y a eu avec les transformations, pour moi, je vois la chose comme, on va dire, il y a eu des réchauffements, des refroidissements, et les refroidissements, probablement, si ça donne des glaces, ben les glaces, ça va donner si ça se réchauffe à une température d'équilibre, qui est la température vivable sur Terre, c'est-à-dire hein, de je sais pas, moins 50 au pôle, à, je sais pas, plus 50, je veux dire, dans les déserts, mais entre eux, ben, c'est vivable, parce que on a des températures euh, voilà, qui varie de moins 50, moins 60 à plus 50, plus 50. Voilà. Dans les déserts, mais les gens ils ne vivent pas forcément tous dans les déserts. Il y a que les gens capables de vivre dans les déserts qui vivent. Il y a que des gens capables de vivre dans les contrées très froides qui y vivent. Voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Ce sont des gens, je veux dire, qui vivent là de génération en génération, mais la vie est très dure. Bon, mais entre-temps, il y a des zones tropicales, des zones, je veux dire, humides, des zones, voilà, qui font que la température est nettement bien plus basse et qui varie en fonction de la météo, voilà, des périodes d'hiver, d'été, d'automne, etc. Mais on peut vivre à 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Maintenant, attention que si on arrive dans les 90, 60, entre 60 et 90, ça commence à devenir invivable, je dirais même mortel, hein. Bon, 60, si la température de la Terre atteint 70, 70, 75 degrés, on va voir déjà quand il y a 35 degrés, on commence à avoir des gens qui ne supportent plus la chaleur. À 40, 45, on commence à avoir des morts, voilà, des morts, des vieilles personnes qui meurent à cause de la chaleur. Bon, maintenant, n'allez pas entrevoir qu'est-ce qui peut se passer entre 60 et 90, je vous dis pas, hein. Bon, voilà, hein, même qu'on a l'air conditionné, etc. Hein, il suffit de sortir
Un petit peu à 60, 70, on est cuit. Enfin bref, tout ça c'est pour vous dire que, voilà, Oparin part du principe que, enfin, part d'une idée célèbre que la constitution des gaz d'atmosphère terrestre sont composés de CH4. Bien sûr, on va se dire, on va faire mettre l'hypothèse, fatalement, il a tout à fait raison, que la concentration des gaz actuelle et d'antan n'était pas le même, parce que la création de la Terre a fait en sorte qu'il y a eu des réactions chimiques qui n'étaient pas équilibrées, enfin, qui étaient en train de s'équilibrer. Voilà, il a fallu peut-être des milliards d'années pour que ça s'équilibre. Ça ne s'est pas fait, tout ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Voilà, bon, donc il y a eu, peut-être il y avait des gaz en saturation au départ, invivables au départ, et puis après, quand les réactions se sont, je veux dire, stabilisées, fatalement, on a eu des proportions en gaz, je veux dire, plus adéquates pour que les êtres vivants puissent vivre. Voilà. Mais il part de l'hypothèse que l'atmosphère de départ contient du CH4, du NH3 et bien sûr constitué d'eau, des océans. Et bien sûr des rivières d'eau douce. Hein. Bon, eh bien, il part à partir de cette hypothèse-là. Bon, vous comprendrez que la création de la Terre, ainsi que la création de l'univers et la création de tout ce que vous voulez, toute création est le fruit de réactions physico-chimiques. Hein. Bon, chimique, parce que faisant intervenir de la matière et bien sûr des énergies. Hein. Donc on a une transformation énergie-matière, mais physique répondant aux lois de la nature. Il faut pour ça qu'il y ait des lois. Et après la création de l'univers, les lois de la nature sont apparues. C'est-à-dire les lois scientifiques ont commencé à apparaître. Toutes les lois scientifiques ont commencé à apparaître avec leurs constantes. Bon, ceci étant dit, donc, qu'est-ce que c'est que la création de la Terre, la jeunesse? Mais ce sont toutes des transformations de matière, je veux dire, de matière complexe à simple ou simple à complexe, peu importe. Je ne suis pas de ceux qui vont dire que tout est parti d'un élément pour donner la panoplie d'éléments. Je ne crois pas ça. Je crois que dès le départ, il y a eu là, comment est-ce qu'on appelle ça, la richesse des éléments. Je ne crois pas que, bien qu'il y ait eu des constructions d'éléments, des constructions chimiques, ouais, par réaction chimique, comme je vais vous montrer, ben je pars du principe que au départ, il y a de l'existant. Et de l'existant, il n'y a pas que 3 éléments, comme le dit Oparin. Je ne crois pas qu'il y ait 3 éléments. Apparemment, il devait y avoir beaucoup plus d'éléments que ça, dès le départ. Je ne crois pas, parce qu'il parle de la simple. Il parle, voilà, il parle de quelque chose et rendant la chose simpliste. Bon, c'était pas aussi simple que ça, parce que la création de l'univers et de la Terre, c'est quelque chose de très complexe, et quelque chose de très complexe, avec des caractéristiques complexes, des réactions, des transformations physico-chimiques complexes. Fatalement, ça, la complexité va donner de la complexité, mais va donner aussi du simple, de la simplicité. La complexité peut fournir de la complexité, mais de la simplicité. Et la simplicité peut se complexifier. Bon, ça peut prendre toutes les tournures d'événements possibles. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'il y avait que ces éléments, ces molécules-là. Bon, maintenant, on va quand même partir sur l'étude d'Oparin et en discuter. Bon. Ben, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il entrevoit? Ben, la transformation de ces molécules simples qu'on voit ici, CH4, NH3, H2. Mais déjà, qu'est-ce qu'on constate? Ben, que dans NH3, il y a du N. Qu'est-ce qu'on constate d'H2O, mais qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène? Bon, ici, il contient de l'hydrogène aussi. Hein. CH4, mais il contient du carbone. Bon. Ouais. Mais c'est discutable tout ça, parce qu'en fait, c'est vrai que le CH4 contient du carbone, il contient de l'hydrogène, l'oxygène, l'H2O, l'eau contient de l'oxygène, de l'hydrogène, voilà. Et en fait, ici, on a de l'ammoniac. Tiens, ça vous dit rien, ça? Eh bien, ce sont les principales molécules de la chimie organique. Voilà. Bon, les principales molécules de la chimie organique sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et avec ça, bon, vous comprendrez qu'avec ça, on fait, bon,
tout ce qu'il en a en notre possible, c'est-à-dire on fait les acides alpha-aminés. Avec les acides alpha-aminés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des protéines. Avec le CH, on fait quoi? Ben, des sucres. Ben, les sucres, c'est quoi? Ben, ce sont les glucides. Euh, avec du CH, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi des graisses. Qu'est-ce que c'est que les graisses? Mais ce sont des lipides. Donc vous voyez ici, qu'est-ce qu'on va construire avec CHON? Mais rien qu'avec ça, bon, lui il part du principe qu'on va créer du CHON et créer toutes les autres molécules qui sont des lipides, des glucides et des protéines. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les nutriments pour pouvoir faire en sorte qu'une cellule puisse vivre. Est-ce qu'on a l'ADN jusqu'à présent? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'ADN, pour avoir de l'acide nucléique, bon, il faut d'abord, pour avoir une cellule, enfin, on va dire des chromosomes proviendraient, comme je l'ai dit, du schéma que j'avais vu une fois. Vous allez voir le schéma. Bon, il faut d'abord créer l'ADN, l'ARN, les acides nucléiques ici, bien sûr à partir de sucre. Le sucre, on l'a. Voilà, on a le sucre. Donc, il va se former grâce à CHON provenant de, voilà, des éléments CH4, NH3, H2O. On va avoir le sucre. Voilà. Le sucre qui est soit un ribose ou un désoxyribose. Si on a un ribose, on va fabriquer de l'ARN. Si on a un désoxyribose, on a de l'ADN. Voilà. Bon, avant ça, il faut construire, bien sûr, le nucléotide. Nucléotide avec de l'H3PO4, bien sûr, pour former de l'ADN ou de l'ARN. Voilà, on part du sucre pour former de l'ADN, l'ARN. Et bien sûr, en ajoutant des protéines, ben là, à ce moment-là, protéines plus ADN, ARN, ben là, on forme, je veux dire, les éléments de chromosome, voilà, d'un noyau cellulaire. Bon, mais on n'en est pas là ici, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là, parce qu'en fait, avant de créer l'ADN, hein, quelque chose de complexe, il faut déjà créer le simple. Hein. Il faut créer, avec le temps, il faut créer du simple, et puis après le complexe. Bon, après, l'ADN vient. Bon, c'est-à-dire que avant de créer une cellule eucaryote, c'est-à-dire avec noyau qui est déjà complexe, ben déjà si la nature pouvait créer déjà une cellule prokaryote, c'est-à-dire sans noyau, et une cellule simple. Voilà. Bon, ben voilà, si on avait déjà une cellule simple déjà créée, ben voilà, la vie pourrait déjà commencer à partir du simple, construire, je veux dire, le complexe. Complexe qui est la cellule eucaryote. Plus complexe que l'eucaryote qui est plus simple. Voilà. Bon, alors, donc, grâce au CHON, on peut créer les lipides. On peut créer voilà, beaucoup de choses. Que vous allez voir ce que je crée avec, enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec ça. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, c'est H4, NH3, H2O, l'atmosphère primitive, bon, et avec ça. Bon, c'est simpliste, hein. Il part de choses simples. Mais déjà, avec des choses simples, vous allez voir ce qu'il va créer. Enfin, avec ces molécules simples, vous allez voir ce qu'on va pouvoir créer en laboratoire. Et si on sait créer, si l'atmosphère est dite plus complexe, fatalement, les réactions seront plus complexes et va créer plus d'éléments qu'on va créer en faisant réagir que quelques éléments ici. Rien qu'avec ces 3 éléments, ça me donnait déjà beaucoup d'éléments. Mais si je prends la vraie atmosphère primitive, en faisant réagir tous les éléments, je vais avoir beaucoup d'éléments, plus que ceux qui vont être décrits dans voilà, dans mes réactions ici. Voilà. Bon, donc, grâce au CHON, je peux obtenir bien sûr des lipides, des glucides, hein, des sucres, mais aussi bien sûr, vous allez voir que je vais créer, enfin je vais pouvoir faire des réactions où je vais obtenir des acides aminés, et bon, qui est, je veux dire,
l'élément de base de la protéine, si vous voulez. Bon, et tout ça, c'est de la lumière, c'est de la matière, hein, c'est de la matière. Tout ça, c'est de la matière. Ouais, et vous oubliez quelque chose. La matière n'est jamais seule. Quand on regarde la matière, quelque part, dans ses parages, il y a assez souvent, et il y a toujours quasiment l'énergie. Bon, eh bien, l'énergie, bien sûr, il y a un grand four, je dirais même une centrale nucléaire, qui est pas loin de là, qui va donner l'énergie, qui est en fait tout simplement le soleil. Le soleil va fournir l'énergie à cette terre pour qu'elle puisse vivre, pour qu'elle puisse créer ses premiers éléments et puisse vivre. Donc l'énergie est fondamentale. Il n'y aura pas que un mélange de matière, mais aussi de l'énergie qui va être fournie. Et cette énergie-là, ben, ça va activer certaines réactions chimiques. Ça va, pour moi, faire beaucoup de réactions chimiques. Et maintenant, on connaît que la lumière, par exemple, qui est une forme d'énergie, mais va faire quoi? Ben, va faire de la photosynthèse. Et que les êtres humains ont besoin voilà, de lumière. Hein, parce que je veux dire, voilà, on a des vitamines en correspondance avec la lumière. Donc l'énergie peut être provenir, une des formes d'énergie peut être provenir du soleil. D'ailleurs, maintenant, on commence à exploiter, je veux dire, l'énergie solaire, hein, qui nous donne transformation d'énergie solaire en énergie électrique. Voilà, donc en fait, matière et énergie seront, je veux dire, les deux facteurs principaux à la création, je veux dire, de matière pour arriver, je veux dire, aux premiers êtres vivants. Voilà, au travers, bien sûr, si on a créé des acides alpha-aminés, ça, on est parti. Hein. On crée là, on est parti, on crée de la protéine, et les protéines, voilà, on est parti pour créer, je veux dire, les premiers êtres vivants. Bon, ouais, le premier être vivant, c'est pas forcément un être humain, j'ai pas dit un être humain. Voilà un exemple d'être vivant, qui est une bactérie d'Escherichia coli. Bon, l'Escherichia coli, bon, qui est fort connu, voilà, eh bien, elle possède en pourcentage en poids 70% d'eau. Ben, l'eau, on l'a, hein. On a de l'eau. Bon, c'est vrai qu'elle possède de l'acide nucléique, donc il faut pouvoir fabriquer de l'ARN. Bon, ici en pourcentage en poids, on a 1 et 6 en ARN, pourcentage en poids. Voilà. Attention que c'est un pourcentage en poids. Attention qu'en chimie, c'est fondamental, le poids est fondamental en chimie. Hein. Bon, une des manières un des outils les plus utilisés par les chimistes auparavant était la balance. Mesure de poids, de masse si vous voulez, c'est la masse. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on a des appareils spécifiques électroniques pour mesurer les masses. Hein. Voilà, voilà, on fait des spectros, on peut mesurer en masse facilement. Bon, voilà. Donc, ici, on n'a plus de balance, on a des appareils électroniques. Hein. Et pour voir les constitutions, pour les distinguer, on a ce qu'on appelle les chromatographies. Voilà, on peut faire des chromatographies, on peut voir séparer les différents composants qu'on a, voilà, et savoir que ce qu'on a. Bon, ici, je vais montrer ici la complexité donc des associations. Donc, dans ce tableau-ci, on trouve les constituants moléculaires de la molécule d'Escherichia coli. Donc, ici, en sucre, mais 3% en poids, en lipides, 2% en poids, molécules constitutives et intermédiaires, bon, 2% en poids, et finalement, des ions inorganiques, 1% en poids. Ouais. Vous voyez qu'ici, il y a protéines, acide nucléique, glucides, lipides, voilà, et de l'eau. Le tout, si par les réactions on arrive à créer la protéine, bon, et voilà, et bien sûr il faut pouvoir créer l'acide nucléique, parce que c'est une composition des deux acides
nucléique et protéines qui vont donner, je veux dire, voilà, voilà, le contenu euh, d'une cellule. Donc vous voyez qu'ici il faut un assemblage moléculaire, hein. J'ai besoin de molécules, c'est un assemblage moléculaire d'acides alpha-aminés, assemblage d'eau, assemblage d'acide nucléique, assemblage de sucre, assemblage de graisse, et assemblage de voilà, d'ions organiques et de molécules constitutives et intermédiaires. Tout ça, ce sont des molécules qui forment la molécule, enfin la bactérie d'Escherichia coli, si vous voulez. Bon, si je prends par exemple un ribosome de cellules bactériennes, il contient 3 espèces d'acides nucléiques et plus ou moins, on va dire, cinquantaine, cinquantaine de molécules de protéines différentes. Voilà. Si je prends un ribosome de cellules bactériennes, et ici, je vous ai pris l'exemple des Escherichia coli. Bon, ici, si je prends l'eau, bon, nombre d'espèces différentes, 1. Protéines, nombre d'espèces différentes, 3000 espèces différentes de protéines. Bon, c'est assez complexe quand même, hein. Bon, l'acide nucléique, bon, pour l'ADN, j'ai qu'une espèce, une seule espèce. Voilà. L'ARN, ben, j'ai 1000 espèces différentes d'ARN. Voilà. Les glucides, j'ai 50 types de glucides. Les lipides, 40 types de glucides. Et les molécules constitutives et intermédiaires, 500. Et les ions organiques, 12. Bon, voilà. Donc ça, c'est Escherichia coli. C'est-à-dire qu'à partir de la réaction ici, des gaz de départ, ben, il faut essayer de créer comment est venu les fameux glucides, lipides, l'eau contenus dans la bactérie. Mais pour ça, c'est venu, il faut faire les réactions, enfin, il faut voir comment se sont fait les réactions chimiques ici. Voilà. Bon, mais je suis toujours à Oparine. Oparine qui nous disait que ça ne contenait que du CH4, du NH3 et de l'H2O. Voilà. Bon, alors, j'étais en train de parler d'énergie. Comment est venue l'énergie? Par le soleil. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie? Je n'en sais pas plus. Mais, mais, peut-être qu'il y avait les orages. Il y avait les orages. Oui, les orages interviennent comme pour faire les étincelles, pourquoi pas, pour activer certaines réactions chimiques. Mais maintenant, attention, regardez bien ce que vous voyez ici. Je vois du... C'est bizarre, ça. Ah oui, c'est très bizarre. Vous savez qu'est-ce que c'est ceci? Ça, c'est ce qu'on appelle un hydrocarbure. Un hydrocarbure. Tiens, de l'hydrocarbure dans l'atmosphère, c'est bizarre, ça. Un gaz d'hydrocarbure dans l'atmosphère. Bah ouais, ça se discute. Vraiment, les hydrocarbures, on les trouve en tant que fossiles, je veux dire, qui ont pris de l'âge, fossiles, c'est-à-dire les végétaux et les animaux, qui se sont retrouvés dans le sol et qui ont, si vous voulez, pourri, hein, qui ont pourri et qui ont donné, je veux dire, des hydrocarbures. Mais ici, il n'y a rien qu'à pourrir parce que on est à l'existence de la création de la Terre. Voilà que vient avoir lieu un gaz qui est le CH4. Attention à ce gaz-là. L'énergie proviendra du soleil, ouais, des étincelles, ouais, mais qui dit qu'il ne proviendra pas aussi du CH4 qui est un gaz méthane, qui va donner d'autres hydrocarbures, ouais, qui va donner d'autres hydrocarbures. Et je vais le voir par après. Mais des autres hydrocarbures qui sont comment? Ben, explosifs. Puisqu'en fait, le CH4 va se décomposer en éthène, l'éthylène. L'éthylène qui est, on va dire, euh, volatile et explosif. Donc, vous voyez que les réactions chimiques vont se faire à des températures données, à des énergies données, mais aussi ce sera le fruit bien sûr d'énormes explosions
qui auront lieu, je veux dire, sur Terre. Bon, donc en fait, on va dire que sur Terre, il va y avoir tous des phénomènes de transformation, des phénomènes d'explosion, des phénomènes d'échauffement, d'élévation de température, de refroidissement. Voilà, c'est tout un jeu de voilà physico-chimique qui va apparaître avec, je dirais même plus des jeux. C'est plus que ça. C'est un jeu thermodynamique qui va avoir lieu, dire, pour la création de la Terre. Lors de la phase de la création de la Terre, c'est tout un jeu thermodynamique. Donc on va avoir des condensations, des dissolutions. Voilà. Donc, on va voir que ces molécules qui vont être créées dès le départ, grâce à ces CHON qui seront, bien sûr, comme je vous ai dit, les premiers sucres, les premiers acides alpha-aminés, ben, ils vont se condenser et ils vont se dissoudre, on va dire, dans les océans. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire que ça va s'enrichir progressivement. Ça va s'enrichir progressivement et vont devenir, on va dire, dans sa couche superficielle de l'océan, bien sûr, bien un milieu favorable à l'élaboration des premiers organites et partant de là, de la première cellule. Voilà. C'est ce que a dit le fameux biologiste russe Oparin. Bon, qui date de 1920. N'oublions pas que c'est très éloigné, mais cette époque-là donnait de nombreux scientifiques qui ont dit des choses qui étaient bon, cette période de l'histoire, 1914, de 1800, 1500 à voilà, 2018, on a eu des connaissances énormes qui se sont avérées, je veux dire, la plupart du temps vraies. Hein. Donc ici, ce qu'il racontait en 1920 n'est pas, je veux dire, tout à fait, je veux dire, faux, mais ce qu'il y a, il a pris très peu de molécules. Il a pris du gaz CH4, de l'ammoniac, précurseur de. Vous allez voir ce que ça va donner le NH3. Comme par hasard, le NH3. Pourquoi le NH3 et le CH4? Pourquoi? Bien sûr, l'eau, bien sûr, sans eau, il n'y a pas d'être vivant. Là, on comprend pourquoi l'eau. Voilà. Bon, maintenant, je vais expliquer 1953. 1953, c'est qui? 1953, c'est un autre scientifique qui va un petit peu regarder cette expérience-là d'Oparin hein, et essayer de se poser un peu plus de questions. Et c'est M. Miller. Et lui, il a voulu tenter en laboratoire de prendre les connaissances qui étaient actuelles en 1953, à partir de, bien sûr, des grosses connaissances émises par Oparin. Et il a fait au laboratoire comment on appelle ça, une expérience à travers d'une boule comme ceci. Voilà. Bien sûr, avec un réfrigérant. Hein, parce que ici, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre les étincelles que je vous ai dit avec toute l'énergie nécessaire, les orages, et tralali, tralala, tout ce qui a permis les explosions. On n'en sait pas plus ce que c'est. Bon, peut-être c'était des mélanges gazeux qui ont fait que, avec des étincelles, oui, les mélanges gazeux ont explosé, on donnait des magmas, etc., etc. Bon, ici, on va prendre des étincelles au travers d'électrodes. Hein. Ce sont des électrodes qui vont, voilà, qui vont créer, je veux dire, ces fameuses étincelles. Voilà. Bien sûr, quand ça se réchauffe ici, on a 80 degrés Celsius. Hein, mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas dit que ça c'est pour lui à 80 degrés Celsius. Hein. Ah, bon, ils ne connaissent sûrement pas la température primitive. Voilà, des conditions de température de départ. Donc, fatalement, ici, Miller a mis une température de 80 au travers des électrodes. Voilà. Et ça, c'est un refroidisseur, hein, c'est un réfrigérant qui va refroidir le mélange.
Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va mettre les fameux gaz que Oparin a spécifié, c'est-à-dire le CH4, NH3, voilà, H2O, et il va rajouter de l'hydrogène H2. Alors, il se dit sûrement que au départ, il y avait de l'H2, pourquoi pas. Bon, en faisant l'expérience-là, et d'après les hypothèses émises que on pouvait obtenir grâce à ce qu'a expliqué, comment s'appelle, Oparin, et on retrouve les gaz CH4, NH3 et H2O. Et donc, Oparin, il disait que on commençait, on pouvait obtenir des acides alpha-aminés et de la matière telle que du sucre et voilà, des acides alpha-aminés et des molécules de sucre. Donc, et n'oublie pas que les acides alpha-aminés, c'est les précurseurs, enfin, ce sont les éléments qui forment les protéines. Hein. Voilà. Bon, ben alors, il va prendre CH4NH3 H2O, c'est ce qu'il va faire avec l'énergie qui est des électrodes électriques pour former ces réactions et voir s'il va vraiment obtenir ce qu'on raconte. Ce qu'il a raconté au Parine. Bon, eh bien, en faisant cette réaction-là, effectivement, qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, qu'il va obtenir des concentrations importantes de substances organiques. Bon, on est en 1953. Hein. 1953, bon, on n'est plus en 1920, c'est 33 ans après. Je suppose que la chromatographie existe. Voilà, avec des, comment est-ce qu'on appelle ça, l'imprimante qui permet de, de, de dessiner le graphe, voilà, des composants qu'on a situés dans des échantillons que l'on veut séparer. Voilà. Donc la chromatographie va dessiner des graphes. Des graphes, bien une imprimante, bien sûr. Maintenant, ça se fait de manière électronique, hein, le dessin. Voilà. Avant, bon, ça se faisait par des imprimantes, on va dire, à aiguille. Des imprimantes à aiguille. Donc la chromatographie va permettre de séparer les éléments constitutifs créés et de voir que contient tout ce que ça a créé ces quatre éléments-là, CH4, H2O, NH3, H2. Rien qu'en prenant ces quatre éléments-là, eh bien, qu'est-ce que, eh bien, Miller va obtenir, on va dire, des concentrations importantes de substances organiques qu'il va pouvoir voir séparer par chromatographie et voir bon, qu'est-ce qu'il y a exactement dans comme substance. Il va pouvoir les séparer en concentration, voir les concentrations de chacun des solutés. Alors, ces petites molécules de gaz, on va dire, sont placées, bien sûr, dans un récipient. Quand je parle molécules de gaz, c'est le CH4, H2O, NH3, qui sont mises, bien sûr, dans un système fermé, isolé, à 80 degrés Celsius, avec des électrodes. Hein. Enfin, je dirais même une paire d'électrodes. C'est même pas une électrode, c'est une paire d'électrodes. Alors bon, en faisant ça, par chromatographie, qu'est-ce qu'il constate? Qu'il identifie plusieurs acides alpha-aminés, comme l'avait dit Oparin. Oparin avait dit qu'il y avait, allait avoir la création d'acides alpha-aminés. Voilà. Alors, où sont ces acides alpha-aminés? Mais c'est dans les protéines qui ont été créées. Hein. Les protéines vont renfermer bien sûr des acides alpha-aminés. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme acides alpha-aminés? On retrouve il y a une vingtaine d'acides alpha-aminés, je vous le dis tout de suite. Et c'est avec ça qu'on, via des codes, des triplets, CAG, etc., on forme des, voilà,
ils sont connus par des triplets. Les triplets forment des acides alpha-aminés, que ces acides alpha-aminés, mis ensemble par des liens polypeptides, on obtient ce qu'on appelle... on peut avoir qu'un seul lien peptidique, mais on peut en avoir plusieurs, hein, et généralement il y en a plusieurs. Et quand on en a plusieurs, c'est des polypeptides, hein, qui vont relier entre eux les acides alpha-aminés. Voilà. Et c'est ça les protéines, qui vont permettre bien sûr, les protéines qui servent tout simplement en tant qu'enzymes pour activer une réaction chimique. Et les enzymes, c'est pas ça qui manque dans le corps. Hein. Les enzymes, bon, quand on parle de réaction chimique, généralement, on parle d'enzymes dans le corps. Hein. Et ils ont presque le même nom que les molécules qui vont intervenir. Généralement avec un ASE. On peut les reconnaître avec un ASE. En général, pas tout le temps. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a découvert comme acide alpha-aminé? Le glycocol. Là. Je sais pas s'il faut 2 L. J'en mets 2, mais j'en suis plus sûr. J'avais vu une vidéo sur les acides alpha-aminés. Je les ai tous répertoriés. J'en avais répertorié une vingtaine. Bon, acide alpha-aminé, bon, voilà, ils contiennent des amines. Hein. Ils contiennent un acide, COOH, et ils contiennent, bien sûr, une amine, voilà, NH2, ou voilà, NH3, voilà, ou N, pour avoir du N. Voilà, donc on a découvert du glycocol, de l'alanine. Vous allez voir la vidéo concernant les acides alpha-aminés pour voir leur, leur formule chimique. Bon, l'acide aspartique, voilà, qui est aussi un acide alpha-aminé, et l'acide glutamique. Voilà. Bon, il trouve aussi bon, des acides simples, hein, voilà, qu'on rencontre dans les organismes vivants, comme l'acide formique ou l'acide acétique. Voilà. Donc, on a des acides simples, tout comme on peut avoir des acides alpha-aminés, complexes, hein, ils sont plus complexes ceux-là. Des acides complexes, des acides simples. Bon, l'acide acétique qui est le vinaigre. Hein. Voilà. Normalement, qui est le vinaigre. Voilà, le vinaigre. Bon. Donc, vous voyez qu'à partir de CH4H2ONH3H2, ben, on retrouve quoi? On va retrouver la création d'acides alpha-aminés, hein, et d'acides simples, comme l'acide formique et l'acide acétique. À partir de ces 4 éléments-là, vous voyez tout ce qu'on a créé, en sachant que les protéines, c'est un ensemble, voilà, d'assemblage d'acides alpha-aminés. Et que les protéines associées à l'ADN, on peut construire, je veux dire, voilà, les bases d'une cellule. Bon, maintenant, je vais voir les réactions chimiques et vous allez voir, voilà, comment se sont-elles faites. Et bon, bon, si je pars de l'expérience d'Oparine, ou même de celle qui a été faite en laboratoire par Miller en 1953, je vais prendre le CH4NH3. Qu'est-ce que ça peut donner, le CH4 assemblé au NH3? CH4 plus NH3, bien sûr, vous aurez compris, avec de l'énergie. Hein. Les électrodes, on fournit des électrodes énergétiques, on fournit de l'énergie. Bon, l'atmosphère primitive, c'était peut-être des explosions dues
à des étincelles peut-être d'orage ou je sais pas quoi. Voilà. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Bon, ça peut donner du HCN. On va bien réfléchir parce qu'il faut faire attention, pas se tromper parce que on va obtenir beaucoup de choses là. Du HCN plus HCN plus, là j'ai 4 hydrogènes, ce qui fait 7. Un carbone, un azote, 7. Ben, il va former sûrement de l'H2, donc je dois mettre 3 H2, ça fait 6 H2, plus un H, ça fait 7 H2. 7, ça fait 7 hydrogènes. Et là j'en ai bien 4 plus 3, ça fait 7. Un azote et un carbone. Donc voilà, créer de... Vous voyez que l'H2, j'ai effacé comment l'expérience de Miller. Il avait rajouté, je crois, de l'H2 dans son, comment ça s'appelle ça, son dans la boule, dans sa boule. Il a fait réagir donc d'une NH4, NH3. Enfin, CH4. CH4, NH3, bien sûr H2O. Mais H2, il va peut-être créer de toute façon l'H2. Hein. Vous voyez, il a mis de l'H2 ici, mais il va peut-être créer, rien qu'avec du CH4 et du NH3, il va créer de l'H2. On voit ici tout de suite, et de l'HCN. Vous voyez, donc, est-ce que c'était important de mettre de l'H2? Je ne crois pas, parce que l'H2 va être fabriqué par le CH4 et le NH3. L'H2 va être créé. Bon, maintenant, à partir de là, si je prends l'HCN, oui, bon, ici, le CH4, il va se décomposer. Hein, comme quand vous prenez par exemple une tour de, voilà, comment on appelle ça, une tour chimique, vous faites chauffer à différents étages de température et chaque fois ça va donner voilà, je sais plus comment on appelle ça, une tour. En fonction de la température, ça va donner un produit bien spécifique. Voilà. Et on retrouve des gaz très volatiles. Voilà, ça, on va retrouver des gaz très volatiles plus on monte en hauteur. Et donc un CH4, il va entrevoir un processus de la manière d'une tour, au travers de la température. Donc on va faire chauffer ici à des températures données. Hein, on va faire chauffer. Et voilà, l'hydrocarbure va donner un produit bien spécifique en fonction de la température, si vous voulez, de voilà, température pour laquelle il va se dissoudre. Et tout au-dessus, je crois qu'on a les gaz. Voilà. Et ici, c'est un peu la même chose. Si je fais chauffer l'hydrocarbure, CH4, comme par hasard, qu'est-ce qu'on obtient? Du CH2, CH2. Voilà. CH2, CH2. Qui est de l'éthylène. Donc, ici, j'ai combien de carbone? 1, 2, je vais l'équilibrer. 4 hydrogènes, voilà. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que... Vous voyez bien, et ça, on sait bien que ça, c'est déjà volatile. C'est de l'éthylène. Volatile. Et c'est explosif.
Voilà, donc en fait, le méthane, déjà, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Tant mieux, il est là pour la création de la vie, tant mieux, hein. Sinon on serait pas là. Sans méthane, on serait pas là. Voilà, il est là, mais il donne un produit explosif. Donc, est-ce que ce produit explosif-là ne va pas intervenir, je vais dire, dans les explosions des réactions chimiques? J'en sais pas plus. Bon, voilà, ça c'est une hypothèse que j'émets, parce qu'en fait, le CH4 va créer du CH2, qui est, bien sûr, de l'éthylène. Bon, il y en a qui appellent ça éthane, hein. Bon, ça c'est éthane. Éthane. Bon, le CH2, voilà, si je fais maintenant le CH2, bon, il est en présence d'hydrogène. Bon, je vais le faire réagir avec de l'hydrogène. Voyons voir ce que ça fait si je fais réagir du CH2 avec l'hydrogène. Ça peut donner du... Bon, je vais le faire en présence de HCN. En présence de HCN avec de l'H2. Bon, ça va donner du CH. Bon, je fais réagir celui-ci. Plus HCN. Bon, ça fait CH3. CH3. CH2CN. Voilà. CH3, CH2CN. Qui est en fait, ça c'est du propionitrile. Bon, vous allez souvent entendre le mot propio. Hein. Voilà, c'est du propionitrile. Bon, il faut que je fasse très attention aux réactions parce que bon, d'ailleurs, je vais effacer ça parce que voilà, je pars du CH4 au départ, du NH3 pour obtenir du HCN et HCN, CH4 va se décomposer pour donner du CH2 qui est de l'éthylène ou de l'éthène, va avec le HCN qui est l'acide cyanhydrique, je crois, l'acide cyanhydrique. Voilà, c'est un acide avec de l'éthylène va donner du propionitrile. Bon, maintenant que j'ai du propionitrile, CH3, CH2, CN, je vais doucement parce que faut que je m'y retrouve parce que sinon, là, je vais le faire réagir dans l'eau. Bon, qu'est-ce que ça va donner dans l'eau? Bon, propionitrile, CH3, CH2CN. Ouais, mais là, c'est évident ce que ça va donner, c'est évident. Ça va donner du CH3, CH2, ça va se casser au niveau du CN, enfin au niveau du C. On va avoir de l'oxygène. On va avoir une fonction carbonyle normalement.
Et le restant, il va rester du NH2. CH3, CH2, il est là. Le carbone ici, il est ici. L'oxygène va aller, cet oxygène-là va aller avec le carbone, voilà, pour donner une fonction carboxylée. Et il va rester bien sûr NH2. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'on appelle du propanamide. Pourquoi amide? Ben, vous le voyez tout de suite qu'il y a une fonction amide. J'ai une fonction carboxyle avec du NH2, avec la fonction une amine sur une fonction carboxylée. Et là, j'ai un radical R. Donc j'ai R, si vous voulez, RCO, voilà, avec voilà, de l'azote par là. Donc en fait, c'est bien une amide. Et ça, c'est ce qu'on appelle du propanamide. Propanamide. Pourquoi propane? Ben parce qu'ici, j'ai 3 carbones. 1, 2, 3 carbones. Mais c'est un carbone. Et c'est 2 carbones. Et propre, c'est 3 carbones. Voilà. Donc j'ai bien 3 carbones avec une fonction amide. Bon, comme j'avais appelé tout à l'heure propionitrile, je peux appeler ça propionamide. Voilà, propionamide. Propionamide ou propanamide. C'est la même chose. Ça reste du CH3, CH2, CO, NH2. Bon, alors maintenant, je vais reprendre ceci, le propanamide, CH3, CH2, CH2, CO, NH2. Hein, ces hydrocarbures-là, que ce soit des amides ou je sais pas, tous ces hydrocarbures-là, ouais, tous ces éléments de chimie organique, ils aiment bien réagir avec de l'eau. Donc, je vais faire encore une fois réagir avec de l'eau. Pourquoi pas? Si lui a réagi avec de l'eau, je ne vois pas pourquoi lui n'aimerait pas l'eau. Donc, en fait, ce serait en solution, comme si on avait une solution aqueuse, si vous voulez. Bon, qu'est-ce que ça va donner, ça? CH3 va rester. CH2. CO va rester, mais alors là, on aura du... il va rester, donc, ça je n'y touche pas. Le groupement là va pas réagir. En fait, c'est ces deux-ci qui vont réagir ensemble pour donner du NH4 ONH4. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du propionate d'ammonium. Propionate d'ammonium. Propionate d'ammonium. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire réagir? Si ce propionate d'ammonium va réagir, CH3, CH2, CO, ONH4. Ah. Ouais, ici, le propionitrile, je peux il s'appelle aussi de l'éthyle. Bon, l'éthyle, je sais plus comment on appelle ça. De l'éthylcyamide ou quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle plus. L'éthylcyamide. Bon, ça s'appelle aussi donc propionitrile, ça peut être de l'éthylcyamide ou de propanonitrile. Propanonitrile. Ou encore, si vous voulez, du
propane, oui, propane, nitrile. Voilà, propane, nitrile. Propanonitrile, propanitrile, propionitrile, ou éthylcyamide. Bon, c'est tous les noms qu'on peut attribuer, je veux dire, à ce composant, à cette molécule chimique. Bon, ici, sur des temps passants, il existe une réaction chimique. Ici, je ne joue qu'avec des composants de chimie organique. Mais il a sûrement eu des éléments de chimie minérale qui sont entrés en jeu. Hein, c'est ça que je vous dis. Par exemple, ici, si je prends la réaction suivante, CH3, CH2, CHO, CH, oui, plus si je fais de l'argent avec du NH3OH, bien sûr, 2 fois, eh bien, ça va me donner du CH3, CH2, COONH4, voilà, plus de l'argent, hein, on retire de l'argent comme ceci, plus H2O, plus de l'azote. Voilà une réaction faisant intervenir, si vous voulez, qui fait apparaître du CH3, CH2, COONA, c'est-à-dire du propionate d'ammonium. Bon. Alors, CH3, CH2, CHO, bon, le but ici, c'est de vous montrer que je peux produire, grâce à une réaction comme ceci, faisant intervenir un élément de chimie organique avec un élément contenant un minéral qui est de l'argent, je peux récolter de nouveau l'argent et extraire l'azote. Bien sûr, ici, j'ai combien d'un H3, un H4, voilà, l'azote. Voilà, et ça, la réaction, bien sûr, il faut l'équilibrer. Hein. Le but, c'est pas de l'équilibrer. Mais ici, sachez que on a produit du CH3, CH2, COONH4. Bon, qui est le propionate d'ammonium. Comme par hasard, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un conservateur. Conservateur d'ensilage. Ben, par exemple, peut-être utiliser en tant que conservateur d'ensilage. Et maintenant, dites-vous bien que les réactions chimiques auront des fonctions. Les fonctions ne sont pas celles que vous croyez fatalement. Parce que quand on crée quelque chose, encore faut-il le conserver dans la nature. Parce que vous pouvez créer des choses et peut-être qu'elles vont mourir tout de suite. Hein, s'il n'y a pas des éléments de conservation. Et vous voyez qu'ici, comme par hasard, le CH3, CH2, CONH4, le propionate d'ammonium, sert assez souvent de conservateur. Voilà. Bon, vous allez voir qu'il y a d'autres éléments qui vont agir en tant que, on va dire, parce que quand on fait des réactions chimiques, c'est comme dans l'agroalimentaire, hein, vous faites de l'alimentation, que la plupart du temps, bon, vous faites du nettoyage, vous faites vous créez des éléments conservateurs, mais vous faites beaucoup de nettoyage. Bon, et ici, il y aura des agents nettoyants, des agents chimiques qui vont intervenir en tant qu'agents nettoyants, fatalement. Voilà, il y aura des agents nettoyants. Bon, alors, j'en étais arrivé à ceci, au CH3, CH2, COONH4. Qu'est-ce qu'il peut donner, lui?
bon, donc, CH3, CH2, CO, NH4, lui, il peut intervenir en tant que conservateur d'ensilage ou peut-être un agent de nettoyage. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut obtenir à partir de ceci? Réfléchissons un petit peu. Ben, il peut donner du CH3 si par dégradation, hein, si je ne bouge pas ça, CH3, CH2, CO, COO, et s'il perd l'oxygène et l'azote, non, s'il perd, je m'excuse, s'il perd l'azote, ici, s'il perd son azote, et 3 hydrogènes, hein, plus NH3, voilà, eh bien, on aura ceci, CH3, CH2, COH plus NH3. Il va reconstituer, si vous voulez, du NH3. Et ça, qu'est-ce qu'il a formé? À partir du propionate d'ammonium, on vient de créer de l'acide propanoïque ou de l'acide propionique. L'acide propanoïque ou propionique, qui est en agroalimentaire le E80. E280, pardon. E280. Voilà, donc vous voyez que toutes les molécules qu'on a déjà créées jusqu'à présent, hein, à partir uniquement de NH4 et de CH4, pardon, à partir de CH4 et NH3 et de l'eau. Vous voyez tout ce qu'on a créé. On a créé du propionamide, du propionate d'ammonium et de l'acide propanoïque ou propionique. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, tout ça, c'est... On n'en est pas encore à notre amine. Oui, parce que l'amine a pris un autre chemin. L'amine a pris un autre chemin. Je vais vous montrer tout de suite. L'amine proviendrait de ceci. Là, en fait, on s'est un petit peu étalé. Voilà. Mais dès le moment où on a créé ceci, il y a encore des interactions qui vont... C'est ça que je vous dis, c'est tout un effet boule de neige de réactions chimiques qui vont se produire et qui vont donner de nombreuses réactions chimiques. Hein. Bon, à partir de ça, on peut avoir des autres réactions. Donc voilà, on a lancé, si vous voulez, c'est comme si on a lancé... je veux dire, un mécanisme en chaîne qui va donner toute une chaîne de molécules de chimie organique, voilà, à partir de 3 éléments de chimie organique, je dirais même 2, CH4 et, on va dire, CH4 et NH3, à partir de 2 éléments de chimie organique, en combinaison, on va me donner toute une panoplie, vous voyez, avec bien sûr de l'eau, hein, du propion, et sans compter les autres éléments qui existaient déjà dans la nature, parce qu'il n'y avait pas que ces 2 éléments-là. Hein. Ça, bon, ça c'est la thèse voilà, d'Oparine qui dit qu'il n'y avait que 3 éléments constitutifs. Bon, voilà, et Miller a rajouté de l'H2, quoi qu'il n'y avait pas besoin de mettre de l'H2, parce qu'en fait l'H2, il va être créé, je veux dire, voilà, il y avait plus d'éléments que ça, plus d'éléments que ça. L'H2 va être créé, je vous l'ai dit tout à l'heure, par, ici, CH4 plus NH3, la première chose qu'il va créer, c'est l'acide cyanhydrique avec l'hydrogène. Donc, on peut même bannir l'H2 existant, je veux dire, dans la réaction, puisqu'en fait, elle va se créer. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas cours d'amine, il n'y a pas cours
d'acides alpha-aminés, il n'y a pas, ouais, bien sûr, parce que ça, c'est un chemin possible. Il y a un second chemin. Le second chemin, ça, c'est un chemin possible. Si je partais, par exemple, de celui-ci, du propionitrile. Voilà. Avec ça, on peut facilement obtenir, je veux dire, du propanol. Propanol. À partir du propionitrile, c'est la réaction, c'est pas moi qui va le faire, c'est la réaction qui va être comme ça. Pour ça, il faut que je trouve, voilà, ici. On va démarrer à partir de ça. CH2, CH2 plus HCN, CH3, CH2, CN, CH3, CH2, CN, voilà, c'est un autre chemin possible. Hein. Là, lui, il va se décomposer pour donner du propanol. Ça, c'est du propanol. Propionitrile ou de l'éthylcyamide ou du propanonitrile ou du propanitrile. Voilà. CH3, CH2, CN. Alors, pour avoir l'alcool correspondant qui est le propanol, je veux dire, il faut que j'enlève l'azote pour former du CH3, CH2, voilà, ça c'est le propanol. C'est une fonction alcool. Propane parce qu'il y a 3 carbones. Voilà. 3. Je dois respecter les valences. Là, il y en a bien 3 pour le carbone. Là, j'en ai bien 1, 2, 3 et 4. Là, j'en ai 3 plus 1, ça fait 4. 1, 2, 3 plus l'hydrogène, ça fait 4. Et là, il ne respecte pas la valence. Une, deux, moche. Propanol. Normalement, le propanol, c'est ça. Hein. Là, je respecte bien la valence. CH3, CH3, voilà. Bon, ça, logiquement, c'est au travers de l'H2O. Hein. Si je mets de la 2O, il va réagir avec le 2O. S'il perd, donc on va avoir CH3, CH2, C. Il va perdre son hydrogène pour s'accaparer de l'OH. H, il va rester un H. Oui. Là, il faut que j'aille voir sur Internet parce que c'est vrai que... Propanol. Si j'ai un petit souci parce qu'en fait, l'H2O, l'azote, il a... Ici, on a CH3, CH2, C, et l'azote, il a 3 bras de valence. Voilà. Voilà.
Bon, là, s'il casse ces trois bras de valence et qu'on lui introduit du OH, le OH est monovalent, ou plutôt, je peux écrire ceci, hein, OH, il reste un hydrogène. Est-ce que je peux faire ça? Là, si je fais ça, lui, il a 1, 2, 3, 4. Lui, il a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, il a 1, 2, 3. Voilà, il manque une liaison. Donc, pour faire du propanol, il me faut normalement 2 hydrogènes ici. Voilà. Voilà, là on est bon. CH3, CH, CH2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Une liaison avec le carbone ici, oui. Une liaison avec l'oxygène là. Donc j'aurai 2 liaisons avec des hydrogènes. Voilà, ça, là on retombe sur le bon. Bon, et ça c'est le propanol. Voilà, qui a réagi, CH3, CH2, CN a réagi avec l'eau pour former du propanol. Bon, maintenant, ce propanol, CH3, CH, CH2, OH, bon, je vais le faire réagir. Avec quoi? euh, Si on fait réagir avec, par exemple, euh, du N2, de l'azote, N2, ou avec du NH3, avec du NH3. Bon, là, je peux avoir le OH va se casser ici. OH. Si, on va voir, voilà, l'hydrogène ici. Le NH3, il est quelle valence? Il serait valence 2. NH4 est valence 1. Un bras. Donc, voilà, il a un bras de valence, parce qu'on peut former du NH4OH avec, voilà, avec NH4. NH4OH OH est monovalent, donc NH4 est monovalent. Donc, si je fais NH3, il est bivalent. Voilà, NH3 est bivalent. Donc, effectivement,
Ouais, le H, il est ici, je m'excuse, hein. C'est ça qu'il y a quelque chose qui ne va pas. NH3, si la NH3 s'attache ici, en lieu et place du OH. Donc j'enlève le OH. Là, j'avais H2. J'enlève l'OH, hein, la fonction alcool, pour mettre une fonction, je veux dire amine. Si on venait rajouter un azote ici, on a la fonction amine ici, hein. Voilà. Là, je crée l'amine. Voilà. Si je mets un azote ici, je crée l'amine. J'ai la fonction amine. En remplaçant l'OH par NH3, donc il aurait réagi, ceci il aurait réagi avec du NH3. Mais en plus de ça, avec une amine, hein. Voilà, je vois qu'il réagit avec une amine. Il peut réagir avec une amine. Voilà, N pour donner une amine. Oui, mais c'est vrai que le N, je peux l'avoir parce on a obtenu HN au départ. L'acide cyanhydrique, je l'ai obtenu au départ. Voilà, le HN, je l'ai obtenu au départ. Donc, si je prends HCN de l'acide cyanhydrique, là j'avais CH2, hein. Oui, eh ben ouais, ouais, bien sûr. Ici, je peux casser ici le CH2, je le casse ici. Euh, si je suis pas bon dans mon... Il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de mes CH3, CH2, CN. Il y a quelque chose, le propanol, ça me pose un problème, le propanol, parce que ici, il est bien tétravalent. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien du CH3. Là, ça en a 1, 2, 3, on a bien du H. Et là, c'est bien du CH3. C'est bien ce que je disais. CH3. Voilà. Je vais aller voir sur internet parce que c'est ça qui me bloque un petit peu, hein. Propanol. 1, 2, 3. Ouais, le propanol, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, OH. CH3, CH2, CH2,
OH. CH3, CH2, CH2OH. Bref, ici, bon, pour ne pas trop que la réaction, enfin, CH3, CH2, si je fais réagir CH3, CH2, CN avec H2O, ça je l'ai déjà fait. CH3, CH2, CN. Dans l'H2O, ça va nous donner du CH3, CH2, CO, NH2. Ce qui fait... Bon, je continuerai cette vidéo